comme je pense que là maintenant tout le monde est là, je vais vous remercier de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à ces webconférences que nous avons nommées, vous avez dit, Petit Camping. Elles sont organisées par Welcome, ouvertes à tous, gratuites bien sûr, et ont pour but de mieux définir le statut et le terrain de jeu des petits campings. Le succès de cette formule, puisque nous progressons et sensiblement d'une semaine sur l'autre, elle nous encourage à penser que nous pourrions la renouveler. On pense par exemple proposer un webinaire tous les mois à partir de fin janvier. Ce matin, c'est Paul Cohen qui nous a rejoints. Paul a été président fondateur de Flower, que tout le monde connaît. Mais ce n'est pas vraiment pour nous parler de Flower qu'il est avec nous aujourd'hui. Il a aussi créé un camping à thème dans les Pyrénées. Camping très intéressant. Et c'est cette histoire, en plus de son histoire, de sa trajectoire générale, qui va le détailler pour nous. Paul, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous, même si les temps sont troublés, mais on espère que tout va rentrer dans l'ordre et je suis bien d'accord avec Didier. Alors moi, je suis vraiment 68 ans, il faut que je fasse attention, mais donc il faudra bien se vacciner. Alors, on va rentrer aujourd'hui dans deux histoires, bien entendu, celle qui me concerne, c'est la création de Flower Camping, et on va voir qu'il y avait déjà, il y a 20 ans, beaucoup d'actualités. Ça n'a pas vieilli, les actions qu'on a menées là-dessus, et cette dernière création, la vacance, dont je vais vous parler. Première chose, il est bon très rapidement de voir et de faire le point sur notre métier, sur nos campings aujourd'hui en France, qui sont très nombreux, vous le savez, et où on tient la corde, numéro 1 européen. Il y a de plus en plus de réseaux volontaires ou intégrés qui se créent. Et aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus puissants. S'ils représentent un peu plus de 10% des campings, aujourd'hui, quand on les rassemble, 15 à 20% de l'offre nationale, ils captent déjà près de 50% du chiffre d'affaires du secteur, ce qui montre leur dynamisme. Ces réseaux intégrés sont de plus en plus puissants. Ils progressent sans cesse. Mais fait qu'on ne pensait pas arriver alors que les chaînes hôtelières, depuis 40 ans, ont véritablement fait diminuer ces campings indépendants. Les campings, eux, résistent encore. Ils sont portés par un marché toujours en pleine croissance et une professionnalisation très forte dans ce métier. Et prenons pour preuve Welcome et Camping Paradis aujourd'hui, les derniers arrivés, avec des positionnements très, très, très différents, et qui montrent en fait cette vitalité. Alors, on a dit, vous avez dit petit camping, on ne va pas s'en souvenir aujourd'hui, mais nous, on s'en souvient bien. Il y a 20 ans, les petits campings ne faisaient qu'imiter les grands campings. On ne parlait pas de petits et grands. Il y avait un courant aux États-Unis qui s'appelait Small is Beautiful, c'est-à-dire quand on est petit, c'est bien aussi, c'est beau. Et il y avait d'un côté des campings à très forte capacité qui se développaient avec force sur une dynamique club, bien entendu, et de l'autre des campings plus petits qui se faisaient décrocher, qui voulaient absolument ressembler aux grands, mais sans en avoir les moyens. Alors, tout de suite, cette question, c'est quoi le petit camping? Pour moi, tout dépend du positionnement. 50, 100, 200, ça dépend du positionnement et de son modèle économique. Donc, là-dessus, il n'y a pas une franche fracture et un chiffre magique entre petit et grand. C'est le positionnement. Ce positionnement, ça a été celui de Flower Camping qui a été, c'est vrai, le premier à dire, à revendiquer d'être des campings à taille humaine.
et le lancement de cette chaîne, et on voit dans les 3 objectifs qui avaient été fixés à l'époque en 2004, hein, c'était sont encore d'actualité, sortir du petit camping complexé face au grand camping. Là, on a progressé. Se doter d'un positionnement capable de séduire une large public de vacanciers et se doter d'une force décuplée en créant une marque originale et une chaîne lisible en France et à l'étranger. Le positionnement, tout d'abord. C'est très important, c'est même vital à mon sens. Le positionnement de Flower, je l'évoque là aujourd'hui et c'est bon de le rappeler, taille humaine, à destination des familles et couples. Là, c'était entre 80 et 250 emplacements. Propreté, nature, capitale verdure, mais déjà des choix aussi sur des animations qui ne visent que des moins de 12 ans. Les adolescents, on le sait, sont mieux dans des camping-clubs qui bougent beaucoup. Et un camping ouvert sur sa région, là c'était assez innovant à l'époque. Ça peut se passer aussi à l'extérieur et des services, bien entendu, pour faciliter la vie des vacanciers, tant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxième chose forte, hein, c'est la création d'une marque et une identité visuelle au caractère affirmé, avec ce slogan que depuis les actionnaires aujourd'hui de Flower, j'en suis plus, ont abandonné ce positionnement pour y revenir. C'est le camping, c'est humain, et on voit bien l'actualité encore de ce positionnement. Troisième élément très important qui devient de plus en plus important dans nos sociétés, c'est la création d'un réseau. Celui-là a été franchisé, mais il peut être associatif, coopératif également. En tout cas, un réseau permet de mutualiser des moyens et surtout des outils inaccessibles quand on est seul. Un réseau également, pour beaucoup de réseaux, ce n'est pas systématique, mais conduit à l'homogénéisation des pratiques, même si on reste indépendant, pour que les vacanciers qui viennent dans ces réseaux retrouvent un air de famille qui les rassure. En tout cas, un réseau doit devenir une référence sur son marché. J'ai pris 3 exemples qu'on connaît tous. Fnac, qui aurait pu disparaître avec Amazon et tout, et qui a, grâce à un marketing multicanal très innovant, tient bien encore la corde. Lidl, marque low cost, qui a su développer une image forte encore, et de plus en plus. Donc, on voit bien que même quand on est low cost, on peut développer une image forte. Et Utopia, moi que j'applaudis à chaque fois, ils sont créés en même temps que Flower, et c'est un concept tourné vers un camping nature, un peu écolo, et qui aujourd'hui est toujours d'actualité. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, face à cette révolution numérique énorme, ces bases de données puissantes qui restent la clé du succès du e-commerce et d'un média Internet qui était accessible pour chaque camping avant et qui commence à devenir de plus en plus difficile. C'est un média qui va coûter de plus en plus cher. Pour résister, il me paraît assez difficile d'échapper à l'organisation d'un réseau. On peut, si on est dans une situation exceptionnelle et tout, si on a des clés de succès, on peut, mais c'est plus difficile. Mais un réseau, et ça c'est peut-être ma formation de marketeur et communicant, mais un réseau doit être associé à une marque lisible. Il y a un grand principe en communication, c'est que les produits, même s'ils sont beaux, même s'ils sont formidables, ils doivent l'être d'ailleurs pour avoir du succès, les produits sont muets, c'est la marque qui leur donne du sens, et c'est comme ça qu'ils avancent, parce que la marque a beaucoup de pouvoir, elle a un pouvoir d'influence, elle inspire des idées, des actions, elle crée la confiance, il y a une notion de contrat avec le consommateur, et elle crée de la préférence, elle suscite du désir, elle établit de la fidélité. Quand on est content d'une marque et d'un réseau, on ne quitte pas ce réseau, ou moins souvent. Et en ces périodes de crise pandémique, c'est important de savoir que ça permet de mieux résister aux crises parce qu'on est plus fort au centre. Mais une marque, bien entendu, elle ne peut pas exister toute seule. Elle n'existe que si elle communique et si elle se consacre de vrais moyens.
Ça, c'est pour un rappel historique qui m'a paru intéressant de vous refaire. Il y a 20 ans, comment un camping généraliste s'est positionné par rapport au grand camping. Je peux vous assurer qu'aucun Théo au départ voulait nous commercialiser parce qu'il ne connaissait que les clubs. Et donc, quand on venait avec des campings à taille humaine, ils ne comprenaient pas. On voit bien, heureusement, que tout ça a bien changé et bien avancé. Maintenant, on va parler à cette histoire là que je vis ces dernières années. C'est le camping thématisé autour du bien-être. Tout d'abord, un constat. Il y a des besoins nouveaux. On sait qu'on est dans un métier, c'est pour ça qu'il est passionnant, où le consommateur change tout le temps, même s'il a des fondamentaux qui ne bougent pas, comme le soleil, comme les beaux paysages. En tout cas, il y a des besoins aujourd'hui de plus en plus forts que j'ai essayé de résumer brièvement. Un besoin d'humain, celui-là qui ne bouge pas, c'est toujours un moteur. Plus on est techno, plus on est porté par la technologie et plus on a besoin de relations humaines, de voir des gens. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Mais fait nouveau, et ça je le dis pour les campings, où quelquefois on peut aussi le dire, les campings sont un peu pardon, désordonnés, en marge du camping intensif. On veut aujourd'hui plus de charme et moins de bling-bling, un retour aux valeurs d'authenticité, de simplicité et d'intérêt pour les cultures et produits locaux. Et on veut aussi un environnement préservé. Tout ça, c'est charme. Donc ça, c'est qu'on commence à soigner nos établissements. C'est une chose qui me paraît très importante à rappeler. Il y a également toujours ce besoin de rupture avec sa vie quotidienne stressante. Il y a un besoin de manger plus sain et il y a également un besoin de bien-être et d'activité sportive pour tous. Cette activité est en grande progression sur la planète. Il n'y a plus un petit village en France où il n'y a pas un club de yoga. Et donc, on voit bien que ce n'est plus quelque chose qui est réservé, mais à vraiment au plus grand nombre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de répondre à ces tendances très fortes en créant un nouveau type de camping qu'on a nommé Wellness Sport Camping, la marque de la vacance, qui va changer puisqu'en fait, j'ai demandé l'appui et parce que vu mon âge, j'ai passé le bébé à l'UCPA pour qu'elle le développe à niveau national. Mon plus grand plaisir, c'est que ça existe. Et donc, en fait, c'est une offre thématique unique qui allie le bien-être et le sport à 100% et qui a vraiment aujourd'hui vraiment sa place à mon sens. On a créé une identité visuelle forte. Vous voyez ce logo. On travaille avec toujours, moi je suis vraiment en team avec François Swider qui a créé la marque Yellow Village, Flower Camping et bien d'autres. Elle a créé cette identité visuelle qui correspond à ce positionnement de l'eau, des bulles, des couleurs venues du Nord, de la nature frugale. Et il faut rester gourmand, c'est ça qu'on a voulu dire. Et un positionnement là aussi très marqué. Sortir vraiment de la formule, à notre sens, c'est notre positionnement, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus marcher, mais du camping-club animé, arrêter la course aux infrastructures et aux toboggans géants, des bains nordiques à la place des grandes piscines, etc., lagons, des structures pour faire du sport, mais du sport accessible à tous, des activités douces, une nourriture simple mais saine. Puis aussi, et là on revient au charme, un village habillé en bois, tout ouvert sur la nature, sur soi, sur les siens, sur la région, sur la vie locale, et des choix architecturaux tant extérieur et intérieur, intégrés à la nature par la présence du bois qu'on pense importante pour le relookage. Des activités, et là l'UCPA est très forte dans ce domaine, c'est son cœur de métier, c'est sa légitimité, des activités douces en plein air qui sont intergénérationnelles pour tous, une pratique adaptée à tous, la possibilité de pratiquer en famille pour les enfants, les adultes. Dans les clubs, on avait tendance à se débarrasser des enfants. On revient maintenant à des vacances où on ne pas des enfants
ou au contraire, on en profite. Et c'est bon aussi pour les grands-parents pour vraiment passer du temps de libre avec tous les gens qu'on aime. Donc ça a été vraiment aussi notre partie. Donc, c'était avant que je rencontre l'UCPA, j'ai créé un premier site pilote dans un camping que je gérais depuis 25 ans, qui était avant Flower Camping et qui est devenu Wellness et Sport Camping aujourd'hui. On a ouvert en avril 18, donc vous voyez, c'est un concept que j'ai travaillé depuis 10 ans. Et donc, bientôt, d'ailleurs, il va être repris également par le groupe VVF, qui s'est associé à UCPA sur cette idée, dont je disais intéressant. Tout a commencé par ça, vous voyez, ce qu'on appelle un mood board, une fiche comme ça qu'on a donnée aux architectes en disant voilà, on veut un bâtiment avec des coursives, on veut une piscine mais des bains, un bain japonais, on veut des bains nordiques autour, et puis le feu, et puis des bulles, mais un truc très cool, et du yoga, et des activités zen. Donc, on a créé tout ça, voilà le bâtiment qui ressemble étrangement. Des mobil-hommes ont tous bardés de bois, installés pas en ligne. Et cette image qui est un peu étonnante hein, dans le monde du camping, des bains nordiques, hein, avec en premier plan, vous voyez cette eau, c'est un bain japonais, c'est des bains de contemplation, très chauds, 38 degrés, qui font partie de la prestation, ouverts sur la nature, et qui restent l'esprit du camping, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas dans un endroit confiné, mais en plein air, face à un paysage magnifique, là, qui sont les Pyrénées. On a designé vraiment volontairement cet établissement. Regardez aujourd'hui ces coursives, regardez cette cheminée magnifique hein, qui donne le ton et qui crée une chaleur autour de laquelle on se retrouve. Voilà le design avec des services rassemblés, le restaurant, l'accueil, tout ça dans la même pièce. Et voilà en gros le concept. Bon, mais donc ça, c'est parti. Et demain, dernière chose, là, je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment évoquer, à mon sens. On a, après, vous savez qu'on est dans une ère très médiatique où souvent ces médias nous agacent, nous énervent par leur focus et leur exagération. Des fois la transformation de l'information. Donc, ça a été le réchauffement climatique et ça continue. Je ne veux pas dire que c'est pas vrai, c'est certainement vrai, mais c'est toujours vraiment obsessionnel, la malbouffe. Hein. Et puis maintenant, ça devient le surtourisme, hein, les effets négatifs du tourisme. Alors face à ça, pour moi, on ne peut plus se contenter de le nier comme on aurait tendance à faire pour protéger un petit peu son métier, sa corporation. Il faut s'en méfier parce que c'est une question qui va devenir de plus en plus prenante et sur laquelle, heureusement, nous en France, on est très avancé là-dessus. On a fait des normes, on a fait beaucoup de choses hein, qui fait qu'on a beaucoup d'avance là-dessus et le camping notamment. Mais est-ce que, c'est la question que je pose, est-ce que camping intensif ne veut pas dire le début du surtourisme, hein, de l'amoncellement de trop d'hébergement sur place et de HLM à l'horizontale. Donc, face à ça, à mon sens, il y a plein de réponses à apporter. Il y en a une qui est d'actualité dans ce webinaire, à mon sens, c'est la place des petits établissements, ici pour nous les petits campings, mais ça peut être dans bien d'autres secteurs le cas, des petits campings personnalisés qui vont, à notre sens, devenir de plus en plus une valeur sûre pour demain dans ce contexte où le géant commence à faire peur et à ne plus correspondre aux attentes des gens aujourd'hui et d'un large public. Alors tout ça, bien entendu, c'est possible, mais il faudra toujours trouver le bon modèle économique, croire à la force collective et se doter de vrais moyens. Voilà, j'ai essayé d'être court, hein, comme on l'a demandé, et c'est une bonne chose, c'est mieux de le faire condensé. J'ai fini mon intervention et je suis à votre disposition pour répondre à certaines questions. Voilà.
Je vais couper la présentation. Merci Paul, merci beaucoup. Et je pense que Nicolas a beaucoup de travail puisque Les questions là, fulgurent. on a vu beaucoup de questions. Donc, à toi Nicolas pour la synthèse. Alors, quelques questions techniques d'abord, Paul, sur Flower. Alors, Christelle nous dit, je ne sais pas si elle dit ou si elle demande, est-ce que Flower est en... Et elle voudrait savoir si ce sont des adhérents ou des franchisés. Je ne suis plus actionnaire, je ne peux pas répondre à ces questions, c'est aux dirigeants actuels de le faire. Ce que je peux dire publiquement, et c'est peut-être pour ça un jour que j'ai quitté Flower, 2 ans après, je suis resté 2 ans. Moi, je crois au développement et c'est pour ça que je m'associe à ce genre de grands groupes. Mais on peut dire que Flower a changé son positionnement. Ils sont partis chasser des campings plus grands. Est-ce que ça leur a porté tort ou pas? C'est pas moi le dire. En tout cas, aujourd'hui, le positionnement de Flower n'est pas des campings. Alors, là encore, on revient au débat, petit ou grand. Quand il y a, en 2004, les grands campings, c'était 1000 emplacements. C'est Sandaia, par exemple, c'est Yellow Village. Après, il y a des campings aussi importants de 500. Au-dessous de 200, 250, on était encore des petits campings. Maintenant, le modèle économique a changé et ça a permis à des campings de 200 emplacements, 250, d'accéder à un autre rang et à des tout petits de maintenant trouver un modèle économique plus intéressant. Et donc, grâce au locatif, notamment. Donc, voilà ma réponse. Bon, d'autres questions portent bien sûr. Denis demande si 200 emplacements, ça reste un petit camping. Pour moi, oui, si on a positionné un camping à taille humaine. C'est-à-dire que si on a... et il faut quand même savoir, moi je travaille beaucoup les modèles économiques, il faut savoir que gérer 200 emplacements et gérer 300, 400, 500, c'est plus du tout la même organisation, c'est plus les mêmes infrastructures, c'est plus du tout les mêmes choses. Donc en fait, ça peut l'être si on a décidé de rester dans cette catégorie-là, c'est-à-dire des choses à taille humaine. Donc oui, moi je pense que c'est tout à fait ça, mais c'est simplement le positionnement qui compte vis-à-vis du public. Alors Alex voudrait savoir justement votre camping wellness, combien d'emplacements a-t-il? Il en avait 120, 140 au début, et puis ensuite pour assurer le confort, là aussi on parle du charme et tout ça, j'ai supprimé beaucoup d'emplacements. Ce camping maintenant appartient à l'UCPA, c'est plus le mien, puisqu'en fait à mon âge il fallait maintenant lâcher et trouver d'autres mains pour les développer. Je les ai accompagnés d'ailleurs pendant 2 ans là, et mon action va s'arrêter bientôt. Et donc et on est arrivé là à un camping maintenant de 100 placements qui a aujourd'hui 60 hébergements et 40 emplacements nus et qui devra avoir 80 locatifs et 20 emplacements nus dans sa vitesse de croisière. Alors, merci Paul. Delphine voudrait vous poser une question. Pourquoi utiliser des termes anglais comme wellness? Parce qu'il n'y a pas des équivalents français? Non, il y a bien-être, mais en fait, le bien-être, c'est un choix marketing, là encore, excusez-moi de parler, c'est vraiment... Le marketing, ce n'est pas une science exacte, je vous le dis, c'est des partis pris. Bien-être en France, ça s'est vachement élargi, tout est bien-être. Vraiment, on a élargi le mot et donc du coup, il a perdu sa saveur. Le wellness, en mot anglais, et dans le tourisme surtout, tous les hôtels wellness, les établissements wellness sont très, très centrés sur vraiment cette activité-là qui est tournée autour de bains et maintenant de yoga, d'activités zen. Et tout ça, c'est tous ces courants-là qui sont maintenant, qu'on a voulu exprimer. Mais on pourrait tout à fait, on aurait très bien pu, d'ailleurs, le slogan de la vacance au début, avant qu'arrive l'UCPA, c'était 100% bien-être. Wellness camping, c'était pas wellness sport, c'était wellness camping, 100% bien-être.
Alors, Je une peux question rajouter, très Nicolas, avant que développée. tu... Oui, Didier, vas-y. Je peux ajouter une incidente à ce que vient de dire Paul. On est dans un univers où cette question se pose en permanence. Notre seul nom de camping en lui-même est une interrogation chaque fois que j'y pense. Il ne nous viendrait pas l'idée de dire campement, et pourtant, ça serait logique, et j'aimerais pouvoir le dire. Euh, alors, on est justement en train, et c'est mon épouse qui le fait, de déployer la thématique wellness. Non, on l'appelle bien-être et développement personnel, mais wellness revient dans le texte parce que comment faire quand on fait du camping pour se débarrasser de cette anglicisation, cette façon de tourner en anglais, ce qui pourrait être dit en français. C'est vrai que c'est un sujet qui nous colle à la peau, hein, et puis qu'on va certainement pas résoudre nous-mêmes. J'ajouterais quelque chose pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Didier. J'ajouterais autre chose. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué dans la vie. Ça a vraiment, avec le recul, peut-être que j'avais pas fait exprès à l'époque, mais je crois beaucoup. Il y a deux types de marketing. Un marketing généraliste qui a vraiment sa grande place et qui l'est tout le temps. Et il y a des fois pour exister rapidement et se faire remarquer, la spécialisation. La première agence que j'ai créée, je sortais d'un grand groupe, Euro RSCG, ça a été une agence spécialisée dans le tourisme. Ça a été la première en France. Et elle a eu tout de suite beaucoup de succès parce qu'on a décidé, alors que les autres grands groupes avaient des budgets de communication eux aussi, mais on a décidé, nous, d'être le spécialiste dans le tourisme. On a gagné le ministère du tourisme, etc. Donc, le bien-être, là, pourquoi j'ai voulu faire aussi une spécialité? Parce qu'il y a près de 10% de campings qui ont ou un spa ou une chose comme ça, mais ils l'ont dans un cadre généraliste, avec de l'animation club, avec beaucoup de grands campings, ou aussi des espaces bien-être. Mais personne n'avait fait un établissement dédié à ça, avec, au lieu des animateurs, on embauche des gens qui font du yoga, et c'est gratuit, et tout va dans ce sens, la nourriture healthy, etc., que beaucoup de gens commencent à rechercher. Voilà. Donc, c'est un créneau de spécialistes. Alors, c'est intéressant puisque les questions vont... On pourrait dire qu'il y a deux camps. Il y a des gens qui demandent, mais comment est-ce qu'on va transformer un camping, presque un camping à la ferme, en un espace comme ceux que vous décrivez? Il va falloir de l'argent. Et où est-ce qu'on va trouver cet argent, Paul? Alors, tout ça, c'est affaire de modèle économique. Là, on revient à quelque chose de très, très délicat. On pourra en parler longtemps. En fait, ça coûtait cher, le camping de Loudanvielle, parce qu'on a mis un bas japonais. Un espace bien-être, non, ça coûte pas cher. On peut faire des activités yoga avec des gens externalisés, avec des prestataires extérieurs. On n'est pas obligé d'embaucher. Nous, c'est parce qu'on a choisi sur un modèle qui nous a permis. Mais je veux quand même attirer l'attention sur le modèle économique. Ça, c'est vraiment mon parti pris, et là-dessus, j'ai de moins en moins de doutes. C'est qu'avec 200 emplacements, on vivait bien, mais juste, parce qu'il y avait 15, 20 locatifs. Avec maintenant le nombre de locatifs, on vit très bien. Et plus on met de locatifs, plus les petits campings voient leur chiffre d'affaires augmenter. Et c'est ça qui leur donne l'attitude d'investir. Mais je dirais qu'aujourd'hui, pour vivre, on n'est pas obligé de faire des bains nordiques et tout ça. Le tout, c'est de trouver un positionnement. Utopia, c'est la nature. On peut être un petit camping à la ferme sans mettre tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment... Le tout, c'est surtout d'avoir un positionnement avec son modèle économique en adéquation. Alors, tout ça implique aussi des contraintes techniques peut-être plus pointues. Par exemple, Cécile aborde la question de l'hygiène de l'eau et des bains nordiques. Et on a Dirk dans le Diois qui est, lui, carrément sceptique. Est-ce qu'il y a des clients pour le yoga? Alors, on pourrait peut-être répondre en deux temps, parce que j'ai vu qu'il y avait deux questions sur
comment ça se passe pour avoir de l'eau à 38 degrés? L'ARS doit être épouvantable, non? Écoutez, ça c'est des débats techniques, c'est pas plus compliqué franchement que d'avoir une piscine. Je vous le dis, hein, c'est d'autres critères de sécurité, mais donc c'est pas, il y a maintenant des moyens techniques qui le donnent et qui le permettent. Donc non, franchement, il n'y a pas de souci, mais donc c'est aucun problème, quoi. Alors, la question de Dirk maintenant. Est-ce qu'il y a des clients pour le yoga? Parce qu'elle a l'air un peu sceptique. Alors, ça, c'est une question. On est un camping de 40 emplacements. Est-ce qu'il est raisonnable de se dire qu'on peut accueillir des gens qui font du yoga et leur donner de la structure pour les aider à pratiquer? Voilà. Ça, c'est une très, très bonne question. Vous savez, ça a été mon parti pris. Et alors, je peux me tromper, mais les premiers chiffres sur notre activité nous confortent le choix. Le yoga et toutes ces activités, vous savez, on en parle depuis 40 ans. Le créateur du Club Med Blitz, qui n'était pas d'ailleurs Gilbert Trigano, le pratiquait déjà et donc croyait beaucoup en ça. Et donc, en fait, le yoga aujourd'hui, avant, ça s'adressait vraiment à une élite, à ce qu'on pouvait appeler aussi des bobos ces dernières années, etc. C'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Toutes ces activités sont très élargies. Manger aujourd'hui bio, c'est qu'une question de moyens, mais tout le monde est touché par ça. Tout le monde, toutes les classes sociales. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très large, de grand public. Donc, pour moi, et ce pari qui a été fait, c'est comme quand on avait créé une agence spécialisée en tourisme, on dit mais comment est-ce que vous allez vivre qu'avec des budgets touristiques? Eh bien oui, au contraire, on les a captés encore mieux là. Donc c'est un esprit, ce wellness sport camping, et ça touche beaucoup de gens qui pratiquent du sport tous les jours. Ça touchera de plus en plus les nouvelles générations qui pratiquent beaucoup de sport pour eux, pour leur bien-être. Et donc, en fait, moi, j'y crois beaucoup, mais il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Alors, Paul, Isabelle se demande si en supprimant les pas faire un tri, une sélection de la clientèle. Et alors, à ce moment-là, est-ce que vous adaptez votre fourchette de prix? Oui, ça, c'est obligatoire. Un positionnement est forcément lié à une tarification, une fourchette de prix. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut. Moi, je crois beaucoup, par exemple, pour sortir du yoga, à un positionnement de chaîne low cost. Je crois beaucoup. Ça arrivera. Ça arrivera. Dans le futur, ça arrivera. Et donc, en fait, ça existe dans tous les autres secteurs. Pourquoi ça n'existerait pas dans l'HPA? Et on pourra décrier tout ça, mais ça arrivera. Donc en fait, non, on maintient des prix. Alors, Loudanviel, ça a été on l'a mis en 5 étoiles parce qu'on a fait des travaux énormes, mais pour nous, c'est pas important les étoiles. C'était le positionnement qui était important. Mais on a mis 5 étoiles parce qu'on avait fait des gros travaux de VRD, et donc on a dit bon, autant être au top, mais c'est pas un avantage marketing pour nous. Au contraire, le 5 étoiles est en train de faiblir actuellement. Il faut le savoir dans toutes les études. Donc en fait, c'est pas ça la voie. Il y a un tourisme aujourd'hui institutionnel qui ne voit que par le luxe. Moi, je crois tout à fait le contraire. Je crois que c'est plutôt l'anti-bling-bling qui va gagner. C'est l'anti-bling-bling. Donc, les petits établissements, j'y crois moi vraiment. Je pense qu'ils ont une place à prendre. Avec ou sans yoga, il peut y avoir d'autres choses. Je répète, pour ne pas se focaliser là-dessus, c'est un exemple de marketing. En tout cas, moi, je crois que c'est ouvert au plus grand nombre, et tout simplement parce que à côté du yoga, on passe des vacances aussi comme d'habitude, et les gens, on le voit dans ces campings-là, pratiquent un petit peu de yoga, des fois pas du tout. C'est comme l'animation dans les clubs. Eh ben, vous avez des chiffres, vous savez, tout le monde les connaît. Ça attire les vacanciers. Mais qui participe aujourd'hui à l'animation dans les clubs? 5%, 8%, 10% des vacanciers présents, pas plus. Donc en fait, c'est pareil pour le yoga. C'est
c'est un aimant, c'est une vie qu'on veut. On veut un esprit tranquille, on veut un état vraiment de. C'est ça qu'on a sur lequel on parie. Alors, Dirk va un peu dans ce sens aussi. Pendant un concert de jazz, il y a trois campeurs qui vont dire c'est formidable, et il y en a 7 autres qui vont dire bon, c'est bientôt fini le bruit. Exactement. Alors, une remarque de Christelle qui a apporté de l'eau à notre moulin à nous, welcome. Alors, elle dit qu'on ne prête qu'aux riches et que ce sont les gros qui ont les moyens financiers d'être en première ligne en achetant des mots-clés sur Google. Qu'en pensez-vous? Alors, ça une réponse en 2 temps. Oui, aujourd'hui, le net et tous ces médias-là, et aujourd'hui, pour subsister, eh ben, on peut de moins en moins faire tout seul, ça devient de plus en plus inaccessible. D'où la nécessité de se regrouper. C'est comme tout. Hein. Aujourd'hui, la seule manière de résister, on peut le résister dans le cadre d'un réseau, d'une coopérative. Ça existe depuis longtemps, tout ça, dans l'agriculture, etc. Donc, on peut résister si on est avec d'autres. Voilà, ça, moi, j'ai un parti pris, mais vraiment très clairement exprimé. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord. Moi, je ne sais pas faire tout seul. Je ne sais pas faire tout seul. Ça va tellement mieux quand on le fait avec d'autres. Après, sur la deuxième chose, on ne prête qu'aux riches. Moi, je ne crois pas à ça, parce que très franchement, Flower, on l'a démarré sans moyens, sans rien. On a eu, par contre, des campings adhérents au départ qui ont cru, parce qu'on démarrait de rien, de zéro, quoi. On a créé vraiment beaucoup de coopération à l'intérieur, et ça a été, et on a progressé ensemble. Alors après, on avait un marketing de base de données, etc., très avant-gardiste à l'époque. Mais non, je pense qu'on peut emprunter à une banque si on a, comme dans un commerce, si on a un projet intéressant, on peut avoir, c'est des risques, on est dans une société à risque, et tout est risque, mais moi je crois qu'on peut, même sur un tout petit établissement, il ne faut pas avoir peur, mais plutôt, moi je dirais que ce qui est aujourd'hui un mal, et une faiblesse, peut-être pas un mal, une faiblesse, je vais dire, c'est qu'en fait, on est capable de mettre dans le camping beaucoup d'argent pour acheter un mobil-home, pour créer une unité de vie, mais on n'a pas le réflexe de mettre de l'argent pour se faire connaître, pour mieux se commercialiser. Et ça a été le vrai combat chez Flower, parce que c'était la première franchise, Flower, vraiment, qui est arrivée. Et au départ, comment 5% du chiffre d'affaires? Mais c'était pas possible, c'était pas envisageable. Et donc, et en fait, on a tenu bon, parce que pour nous, si on n'avait pas de moyens, on ne pouvait pas être lisible sur le marché. Donc, je pense, alors après, les moyens s'adaptent à chacun, mais aujourd'hui, moi, je crois que c'est plutôt la question, elle est que le frein aujourd'hui des établissements plus petits, c'est pas leur force à eux. C'est pas ça, c'est la peur d'investir là où il faut. Et donc, en fait, on le voit d'ailleurs, moi j'ai toujours une agence de com, parce que j'ai besoin de vivre intellectuellement, si vous voulez. Mais donc, on a travaillé là pour la dune du Pilat et tout ça. Je continue moi, à faire des actions comme ça, des communications. Ce qu'on constate, c'est que le Covid arrive. Il y a ceux qui ont investi dans la com pour résister, et il y en a d'autres qui l'ont supprimé. Moi, je suis plutôt dans le premier camp, pas pour défendre mon métier, c'est pour dire que ça, aujourd'hui, c'est stratégique, quoi. On ne peut pas quitter ça. On ne peut pas quitter ça. Donc, il faut investir. Alors, oui, je voudrais dire une dernière question de Nicolas, et puis on va rendre l'antenne, comme on dit. Alors, Christelle, pour ne pas utiliser de mots anglais, small is beautiful. Christelle disait que ce sont les petits qui ont les vraies bonnes idées et que les gros les imitent. Voilà, Christelle, tu marques un point, super. Pardon, Paul, désolé pour ce tacle. Alors, une question peut-être une dernière question. Un dernier point, pardon, ça concernait les emplacements municipaux qui sont les vrais low cost. Paul, est-ce que ce sont eux nos vrais concurrents? Je ne suis pas certain, mais qu'en pensez-vous? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je reviens juste sur je ne le prends pas pour un talc juste avant, parce qu'un talc, je dirais, les bonnes idées viennent de partout, des petits et des grands.
parce que les grands en ont aussi. Hein. Ils en ont aussi. Hein. Attention, hein. Faut pas négliger. Les idées, par contre, quand elles sont mutualisées, elles se propagent partout. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'avantage d'un réseau. Et ça, c'est pas pareil. Parce que avoir des bonnes idées tout seul, moi, j'en ai eu plein hein, de bonnes idées. Mais après, il faut passer au cap de le faire, de le mener. Et pour le mener, il faut des moyens, il faut surtout un groupe de gens qui y croient aussi, comme vous. Et donc, je crois que c'est important. C'est important. Les campings municipaux, non, c'est en train de se tarir tout ça. Il y avait beaucoup de campings municipaux. Maintenant, non, le camping est en train de plus en plus devenir une affaire d'entrepreneurs. Et donc, ça va, d'ici 10 ans, je crois, il n'y aura plus beaucoup de campings municipaux. Je voudrais, puisque le sujet aujourd'hui, c'était la thématique pour un camping, je voudrais citer une anecdote. Dans ma première vie professionnelle, je travaillais au Salin du Midi. J'habitais Montpellier et j'allais régulièrement à Aigues-Mortes où se trouvaient les exploitations salinières. Et chaque fois que j'allais à Aigues-Mortes, je passais devant ce que la France connaît, puisque c'est le premier camping Yellow Village, la Petite Camargue. Et je me disais, en passant chaque fois, je me disais, oh, ce camping installé avec une manade juste à côté, qu'est-ce qu'il propose à ces campeurs? C'est de se transformer en cow-boy camarguais pendant une semaine. Alors, probablement que tout ça... Mais qu'est-ce que ça me plaisait, cette idée? Je me disais, si tu devais un jour aller dans un camping, tu adorerais aller dans celui-là parce que tu pourras en même temps découvrir ce que c'est que de faire de l'équitation, de faire du cheval, tout simplement, dans un environnement camarguais. Et je trouve que c'est un peu ça qui m'a mis la graine de ce que devraient être les campings à thème, peu importe qu'ils soient inventés par les uns ou par les autres. Ce qui compte, c'est d'offrir probablement à ces campeurs autre chose que simplement une place dans un mobil-home ou sur un emplacement nu, ça, peu importe. Chacun ses choix. On était 100 aujourd'hui à être autour de cette table. Et j'ai bien vu dans les interventions qu'il y avait beaucoup de différences, beaucoup de points de vue. Mais c'est normal, c'est la diversité. C'est ça l'indépendance, c'est ça la richesse de la diversité. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on offre à nos campeurs autre chose qu'un simple emplacement, eh ben ça, il est probable qu'on ne va pas aussi être tenu de lui offrir un prix toujours plus bas pour le faire venir. Et ça, on sait bien que c'est la ruine de notre métier. C'est comme c'est la ruine de tous les métiers. Et je dois dire que à cela, je trouve que cette intervention est superbement intéressante parce que elle nous a permis d'aller dans quelque chose qui est essentiel pour nous. Merci Paul d'avoir été le témoin qui a suscité beaucoup de réactions et de nous avoir amené à pousser un peu plus cette réflexion. Je voudrais, avant de vous quitter, juste vous traduire ma très profonde frustration aujourd'hui. On est arrivé à 99 participants. Je guettais le 100e, il n'est pas venu. Et donc, je prends le pari que la prochaine fois, on va, avec vous, avec d'autres, avec tous ceux qui voudront venir, dépasser les 100. Et qui sait, peut-être grossir encore le nombre de ceux qui sont intéressés. En tout cas, merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé avec nous. Guillaume, je te laisse faire la... Merci à vous tous, en tout cas. Hein. Je dis un petit bonjour à Clément, qui était en effet notre premier président, et que ça me fait très, très plaisir de voir son prénom. En tout cas, merci à tous, c'est une très belle histoire. Merci Paul, merci Didier et Nicolas. On se retrouve en 2021 pour notre... Je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes à tous. Le chat va rester ouvert encore pour que vous puissiez continuer à échanger. À très bientôt et merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Vous avez dit Petit Camping. À bientôt.